Lettre mélomane 2022-01. Nous commençons par un concerto pour piano-orchestre de Théodore Dubois, 1837-1924, concerto numéro 2, dont je n'ai pas la date de publication. Je pense qu'il doit dater à peu près du milieu du 19e siècle. Alors Théodore Dubois, nous l'avons déjà pratiqué sur critiquemusicale.com pour un ensemble d'œuvres assez conséquent, son concerto pour violon, diverses œuvres pour orchestre, musique de chambre. Or, des œuvres qui ont un intérêt variable, mais le plus souvent d'un niveau très soutenu, en particulier le concerto capriccioso pour piano-orchestre, qui est, à mon avis, une œuvre très brillante. Venons-en à ce présent concerto numéro 2, une grande œuvre sans aucun doute, et il mérite certainement de figurer parmi les plus inspirés du compositeur, du moins parmi les œuvres que je connais de lui. Un style romantique tardif, ce qui le caractérise, c'est une thématique extrêmement dispersée, malgré quelques thèmes bien définis, mais tout de même très peu. Une partie pianistique très volubile, très dynamique, qui consiste en une suite continue de cellules rapides, d'ébauches éparpillées sans résolution. Ces bribes sont parfois incompatibles, sans introduire de transition. La mobilité de l'inspiration chez Dubois pourrait rejoindre celle de Herz, toutefois avec beaucoup plus de souplesse chez Herz. Et c'est une caractéristique de pulvérisation thématique qui peut être diversement appréciée et jugée. Une virtuosité très abrupte, maximale, plutôt dans le style de Litolf, de Charvenkas, Gambatti, Tchaïkovski, mais beaucoup moins mélodique que celle de Tchaïkovski. Je pencherai plutôt pour la relier à celle de Litolf. Alors, le troisième mouvement contient une partie très impressionnante dans sa partie centrale. C'est une cadence pianistique. Au total, l'œuvre contient des passages presque figés dans le pianissimo, mais sur une thématique qui est plutôt amélodique. Donc, une caractéristique générale de cette œuvre, c'est qu'elle est relativement amélodique. Sur le plan symphonique, les timbres sont assez durs, on retrouve le même absence de souplesse que dans le jeu pianistique. Le corps domine souvent et les cordes ne réalisent pas toujours le lien qu'on attendrait normalement dans un concerto romantique. Alors au final, c'est à mon avis une œuvre magistrale qui s'impose parmi les meilleures, même si effectivement on peut en contester certains aspects qui sont un peu trop abrupts. Voilà donc pour ce concerto numéro 2 pour piano-orchestre de Théodore Dubois. Heinrich von Herzogenberg, 1843-1900, concerto pour violon en A major WOO 4 datant de 1889. Alors, Herzogenberg, nous avons écouté de ce compositeur quelques œuvres d'intérêt variable, mais parfois traversées d'une inspiration d'un certain niveau. Malheureusement, ce sont des œuvres qui m'ont paru souvent non abouties. C'est le cas en particulier de sa symphonie Odysseus ou de son concerto pour violon que nous allons voir aujourd'hui. Alors, ce concerto A major que nous abordons apparaît malheureusement très inégal. Il mériterait une mention d'excellence pour le premier mouvement si l'on considère l'inspiration élevée, la virtuosité, le lyrisme de la partie soliste, mais il demeure tout de même très insuffisant dans la partie symphonique qui est exprimée essentiellement par des tutti de cordes, et ceci c'est tout de même à une époque relativement tardive du 19e siècle. Et à cette époque, eh bien, on trouve tout de même des parties symphoniques de concertos beaucoup plus élaborées. Alors, on pourra prendre comme référence eh bien, les concertos de l'école franco-belge
commençant par de Berlioz et Vieuxtemps. Alors, le compositeur, pour revenir à Herzogenberg, adopte un style très solistique qui reporte plutôt à la période paganinienne, mais néanmoins il y a une thématique qui est très différente. On y retrouve la tessiture extrême aiguë, mais en aucun cas le mélodisme chromatique de Paganini, et pas plus que celui de Spohr, qui est à peu près équivalent. Le premier mouvement est certainement le plus remarquable, alors que le deuxième mouvement est assez inexistant sur le plan de l'inspiration. Alors, à propos du dernier mouvement, on peut dire qu'il contient quelques bribes inspirées dans un tempo qui est vivace, mais tout de même, il s'agit de cellules thématiques, à mon avis, trop dispersées. Donc voilà pour ce concerto. Nous passons à Madetoja Leivi, 1887-1947, une œuvre pour orchestre, la suite symphonique opus 4 datant de 1910. Alors Madetoja, c'est un compositeur nordique qui est une vieille connaissance pour nous sur critiquemusicale.com. Alors je dois avouer que sa symphonie numéro 2 m'a ébloui, mais je suis plus réservé en ce qui concerne sa symphonie numéro 1, et je le serai encore plus en ce qui concerne cette suite symphonique. Alors l'appellation de suite symphonique pourrait signifier que cette œuvre n'est pas placée par son auteur au même niveau que ses symphonies. Alors on a une orchestration qui est plutôt sourde, plutôt confinée dans le grave, avec des superpositions instrumentales et harmoniques qui me sont apparues assez désagréables, sans verser cependant dans le modernisme. Des mouvements d'amplification, notamment dans le deuxième mouvement, mais je ne ressens vraiment aucun influx lyrique dans ces mouvements d'amplification, et ils apparaissent plutôt comme des pesanteurs gratuites. Une thématique très disparate, sauf le thème du premier mouvement, quelques motifs dans le dernier, qui est le plus dense sur ce plan. Le deuxième mouvement est le plus animé, le plus varié, mais sans pour autant raviver beaucoup l'intérêt. L'ensemble reste très monolithique, et je ne conseillerais donc pas d'écouter cette œuvre. Nous passons à Florence Price, 1887-1953, un concerto pour piano-orchestre, intitulé Concerto en un mouvement, ou bien Dé mineur en 3 mouvements, datant de 1934. Alors c'est la première œuvre que nous considérons de cette compositrice sur critiquemusicale.com, et c'est une bonne, même excellente surprise. C'est une œuvre qui est néoclassique, tardive, même très tardive, probablement composée au XXe siècle. Alors malgré le titre indiquant parfois un seul mouvement, cette œuvre présente 3 mouvements caractérisés thématiquement. C'est la raison pour laquelle je l'ai traitée en considérant qu'il s'agissait d'une œuvre en 3 mouvements. Alors c'est une œuvre typique classico-romantique, inspirée de l'écriture musicale virtuose qui est propre à la fin du XIXe siècle. L'écriture pianistique représente des effets remarquables sur le plan de la densité harmonique et alliée à une très grande légèreté, une très grande virtuosité, une très grande souplesse de l'écriture. Donc, l'on y retrouve des motifs qui peuvent être proches de nombreuses œuvres de référence dans la période romantique, sans toutefois que l'on puisse considérer qu'il s'agisse d'emprunt ou de plagiat. L'œuvre est traversée par un élan lyrique atténué, mais qui est cependant réel. En revanche, la compositrice ne semble pas manifester d'invention mélodique particulièrement riche, ce qu'elle compense par la complexité motivique et harmonique. Les épisodes symphoniques, quant à eux, ils sont, à mon avis, un peu ternes et timides. Le premier mouvement atteint un niveau musical très élevé,
Les autres mouvements demeurent largement, même très largement en retrait, et aussi bien pour le mouvement lent que pour le dernier mouvement en style de Negro spiritual. Donc on pourra retenir le premier mouvement qui atteint, à mon avis, largement l'excellence. Weinberger Jaromir, 1896-1967, une œuvre pour orchestre, 6 mélodies et danses bohémiennes datant de 1929. Alors Weinberger, c'est un nouveau compositeur aussi sur critiquemusicale.com. Alors c'est une œuvre au rhapsodisme assez marqué, mais tout de même un peu bizarre, pas obligatoirement en rapport avec le titre. Alors l'œuvre vaut, à mon avis, pour son premier mouvement qui est atypique par rapport aux autres mouvements. Alors c'est une prestation violonistique que l'on classerait volontiers comme une œuvre pour violon-orchestre plutôt qu'une œuvre pour orchestre. Très solistique, très rhapsodique dans le sens de la musique rhapsodique tzigane plutôt que bohémienne. Et cette œuvre atteint une virtuosité très poussée, très expressive, cependant sur une thématique qui est assez vague. C'est la raison pour laquelle je me suis restreint à deux étoiles au lieu de 3. Et en plus, c'est une œuvre qui est dépréciée par une intervention orchestrale centrale, à mon avis, pas du tout à la hauteur de la démonstration violonistique. Alors, les autres parties se caractérisent par un rhapsodisme très tempéré, et en dehors de quelques passages plus animés, eh bien, ces parties sombrent le plus souvent dans un style assez terne et compassé. Il nous reste l'œuvre revisitée de Xavier Czerwenka, 1850-1924, et il s'agit d'œuvres pour piano, 4 danses polonaises, opus 58. Alors Czerwenka excelle dans ses polonaises, comme il excelle aussi dans ses polonaises de l'opus 3. Alors un pianisme fulgurant, dense, qui exploite admirablement les contrastes entre un thème d'une particulière robustesse rythmique et un thème très mélodique, par exemple dans l'Allegro Madone Troppo. Le thème mélodique, comme par exemple dans le lento, peut exprimer une âpre mélancolie dans le médium. Donc voilà, pour terminer, cette lettre mélomane 2022-01. Merci de m'avoir écouté.